Bien, donc bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions à poser concernant la séance dernière ou d'autres questions éventuellement sur, je ne sais pas, sur ce qu'on a déjà vu? Oui, moi, Elsa? lorsqu'on calcule les pourcentages, Oui, parfois ça nous donne un chiffre à virgule oui, avec deux chiffres après la virgule, 3, 4, 6. Si on ne ok. nous parle pas de troncature, comment on sait où est-ce qu'on coupe le chiffre pour... Oui, ta question, elle est sur l'arrondi. C'est-à-dire, si tu as un résultat où tu es censé faire un arrondi, où est-ce qu'on arrête la décision? Il faudra couper ton micro, Anne. Ouais, c'est bon. Eh bien, l'idée, en fait, c'est on ne vous donne pas de consigne sur l'arrondi. C'est qu'en général, le résultat que vous allez trouver, c'est un résultat exact. C'est en général le cas. Maintenant, si le résultat n'est pas exact et je suis censé faire un arrondi de mon propre chef, eh bien, selon le contexte, bah, je ne sais pas si je suis en train de calculer le nombre de personnes atteintes ou qui ont réussi un examen, etc. Bah, il faudra peut-être arrondir à l'unité dans ce cas-là. Sinon, dans les autres contextes, c'est au bon vouloir du candidat. Mais en général, on vous donnera une idée sur ce qu'on attend de vous. Hein. OK? On ne vous laissera pas comme ça. De mémoire, Elsa, on avait travaillé les arrondis. Oui, mais c'est que Oui. je n'avais pas compris. Ouais. L'arrondi ou bien quand il n'y a pas d'arrondi à faire? La règle de l'arrondi, tu ne l'as pas encore comprise, c'est ça? Non, mais il faut que je travaille sur Oui, ça. oui, ça, on aura des exercices sur les arrondis, des questions, t'inquiète pas pour cela. En tout cas, voilà. Donc la réponse à ta question, s'il n'y a pas d'arrondi à donner, c'est qu'en général, le résultat attendu, c'est un résultat exact. Et sinon, s'il n'y a pas de consigne particulière, tu fais comme tu veux et on t'en voudra pas. OK? D'accord. Mais quand le chiffre quand le chiffre à virgule, il est à l'intérieur de mon calcul. Par exemple, si je dois calculer OK. Quand on... 4% de 152, Oui, j'ai ben ça me compris. donne... Ah, t'as compris? OK. Oui, j'ai compris. En fait, tu veux dire quand il y a un nombre à arrondir lors d'un calcul intermédiaire. Oui, voilà. Voilà. Et bien ça, il faut éviter de le faire parce que si on fait un arrondi intermédiaire plus un arrondi final, en fait, on s'écarte un petit peu trop du résultat. Mais en Ah, général, pareil, s'il n'y avait pas de consigne particulière sur un sujet, euh, on va tenir compte de ces arrondis-là intermédiaires. C'est-à-dire que si jamais tu t'éloignes un petit peu du résultat final, on le comptera juste. Encore une fois, un sujet bien ficelé, en général, on ne tombera pas sur ce genre d'embarras. C'est-à-dire, on vous donnera une consigne sur l'arrondi à faire. OK? OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, les autres, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bien. Alors, je vous conseille, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous propose, pas un conseil, je vous propose de découper comme la dernière fois. On va commencer par une question vrai-faux, on va justifier correctement. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu ensuite? Ben, on verra après. OK? Je vais partager d'abord mon écran. Bon, on va faire du calcul de pourcentage, là, ça me revient. Donc, un vrai-faux, un calcul de pourcentage avec ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Donc, une fiche 3 que j'ai déposée sur l'OMT. Et on reverra les fractions, la carte mentale sur les fractions, ainsi que les opérations fractionnaires. Voilà. S'il nous reste du temps, on fera du scratch avec le repérage. Ça vous va? Oui? Bon, Oui, c'est parfait. Alors, on va commencer par la question vrai-faux. Alors, voilà l'affirmation. Donc, on vous donne une affirmation. Essayez de bien justifier votre réponse. Un train circule à la vitesse de 175 km/h. Là, ce train est plus rapide qu'une balle de tennis qui traverse un terrain de tennis, donc une distance de 23 mètres,
en 0,46 secondes. Cette affirmation est-elle vraie? Et on vous demande une justification de la réponse. Est-ce que la consigne est claire? Oui. Ok. Donc essayez de bien justifier votre réponse. J'ai oublié mon téléphone, je vais chercher mon téléphone entre temps. Donc on a tout le temps des questions sur les grandeurs composées, sur les conversions de durée. Donc il faut vraiment maîtriser cette partie-là et bien comprendre les techniques qui nous permettent de répondre à ce genre de questions. Et encore une fois, vous avez plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour y arriver. Si vous avez des questions ou si vous avez les réponses, on peut démarrer
éventuellement la correction. Est-ce que vous avez une idée? D'abord, est-ce que vous avez besoin de plus de temps? Je ne sais pas. C'est bon pour moi. Ok. Les autres, est-ce que vous avez besoin de plus de temps ou on peut démarrer à donner les éléments de réponse? Oui. On peut démarrer parce que moi, j'ai pas trouvé entièrement. Ok. Lucie. Pas de réponse? Moi, Lucie? j'ai pas. Donc, Ok. on peut démarrer. On peut démarrer. Bon, alors, comment on va attaquer ce problème? Comment vous allez pouvoir l'attaquer? Alors, Donc, qu'est-ce qu'on attend de je, nous d'abord? Rapidement. De mettre Ah. 75 km/h en mètres et en secondes. Voilà, donc on attend de Attends, nous il bouge pas. donc une comparaison En plus, de ça regarde mon écran. une comparaison de deux grandeurs. Donc vous avez une vitesse qui est donnée ici en kilomètres par heure. Et puis l'autre, on n'a pas encore de calcul de vitesse, mais donc on a une vitesse qu'on pourra exprimer en mètres par seconde si on a envie. Et puis on nous demande de comparer les deux. Donc ici, c'est une comparaison. Alors pour comparer deux grandeurs, on est d'accord qu'il faut être dans les bonnes unités. Donc deux façons d'attaquer le problème, c'est pour ça que je vous ai dit comment l'attaquer. Ou bien on convertit celle-là, cette vitesse, donc la vitesse du train, en mètres par seconde. Et du coup, on aura deux vitesses exprimées en mètres par seconde et on pourra les comparer. Ou bien convertir la deuxième en kilomètres par heure. Voilà comment on découpe un petit peu et on voit comment attaquer le problème. Donc il s'agit essentiellement d'un exercice de conversion. Ok. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Bon, Anne, alors comment tu as attaqué l'exercice? Alors, moi, j'ai converti en heures Donc la vitesse et de la balle. Ok. Bon, on va voilà, l'écrire. la balle de tennis en voilà, En mètres par seconde. En kilomètres c'est par heure. ça. Ok. Oui, c'est ça. Alors, comment on va faire? Eh bien, j'ai d'abord converti les secondes, 0,46 secondes en minutes, puis en heures. Mais bon, je sais que on peut le faire qu'en une seule étape, mais j'ai préféré faire les deux. Ok, bon, tu as raison, tu peux. Alors, avant d'abord de convertir, on va écrire la formule de la vitesse et ça, il faudra la connaître. Donc, vous avez Ah une oui, formule, il faut vraiment la connaître. Il faut vraiment connaître. Une vitesse, c'est toujours la distance sur le temps. Vous avez en fait une formule et à partir de celle-là, on va en extraire deux autres. D'accord? Qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui, mais autant le faire. Autant les voir, les trois. Donc vitesse, toujours distance divisée par le temps. D'accord? Donc ça peut être en kilomètres par heure, ça peut être en kilomètres par minute, ça peut être en kilomètres par seconde. Ça dépend. En général, on va utiliser, quand on parle non de vitesse de voiture, on est plutôt en kilomètres par heure. Dans le système international, c'est plutôt les mètres par seconde. Système international, c'est-à-dire quand on utilise des formules en physique, on va plutôt utiliser des vitesses exprimées en mètres par seconde. La deuxième formule qu'il faut connaître, elle découle de la première, c'est que la distance, c'est la vitesse fois le temps. Alors comment je la trouve? Mais c'est pas très compliqué. Donc quand on a V égale D sur T, c'est comme si j'avais V sur 1 égale D sur T. Et du coup, je vais faire mon produit en croix. Donc V fois T,
égale à d fois 1. Et d fois 1, c'est d. Donc j'ai ma deuxième formule. Donc distance égale vitesse fois le temps. Donc j'ai déjà deux formules. Il faut bien le caser sur une fiche. La troisième formule, eh bien, parfois on va me donner la distance, on va me donner la vitesse, on va me dire dans combien de temps je vais arriver. Ou dans combien de temps le projectile va atterrir. Enfin, bref, il y a plein de questions comme ça. Et donc du coup, on va chercher le temps. Et donc le temps, si je cherche le temps ici, je vais diviser la distance par la vitesse. D divisé par V, on aura que le temps. Donc temps égale D divisé par V. Donc en gros, c'est une seule formule qu'on connaît tous. Hein, et en général, celle-là, on l'appelle la vitesse moyenne. Parce que ça n'est pas la vitesse instantanée. Pourquoi ça n'est pas la vitesse instantanée? Parce que la vitesse instantanée, c'est compliqué, c'est plus de la physique. Si on se ramène à un cadre de tous les jours, la vitesse instantanée, c'est la vitesse que vous allez voir sur sur un tableau de bord, la vitesse affichée. Et la vitesse moyenne, bah, c'est la vitesse que je vais calculer en tenant compte de tous mes arrêts, de mes accélérations, de mes freinages ou décélérations. Et donc on aura une distance parcourue sur un temps, sur une durée, et donc ça nous donne la vitesse moyenne. Quand vous avez ce genre de formule, la première chose à faire, c'est de faire attention aux unités. Une fois que vous avez réglé ce problème, le deuxième problème que vous pouvez avoir, c'est le problème de l'arrondi. Comment arrondir? Bien là, il faut regarder la consigne. Il faut lire la consigne de l'exercice. Ok, donc Anne, toi, tu as préféré donc, convertir des mètres par seconde en kilomètres par heure. Ok, ça marche. Moi, j'aurais fait le contraire. Bon, mais on va voir qu'on arrive au même résultat. Alors, vitesse donc, de la balle, distance divisée par le temps. Alors, je te laisse poursuivre, Anne, du coup. Donc, ta distance, elle est donnée. Donc, il n'y a pas de problème. Là, on a la distance. Et donc, maintenant, il faudra convertir le temps. Alors, j'ai déterminé que 1 minute égale 60 secondes. Ok, donc ça, je vais la mettre ici. 1 minute, ça, c'est des choses qu'il faut connaître aussi, hein, qu'on connaît déjà. Donc, 1 minute, c'est 60 secondes. Mais une donc, seconde, j'ai cherché. Ah oui, pardon. Je vais juste finir. 1 heure, c'est aussi 60 minutes. Et je continue aussi, donc je peux directement passer des heures aux secondes. Donc c'est 60 minutes, et sachant que 1 minute c'est 60 secondes, donc 1 heure c'est 60 fois 60, c'est-à-dire 3600 secondes. Ok. Alors ce tableau, c'est une sorte de tableau, ça, on peut le lire dans l'autre sens. Donc si j'ai une seconde que je voudrais convertir en heure, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, vous êtes passé de heure à seconde, vous avez multiplié 1 par 3600. Donc si vous passez de seconde à heure, vous allez tout simplement diviser par 3600. OK? C'est pareil pour les minutes et secondes. Donc ici, 1 minute c'est 60 secondes. Eh bien, 1 seconde, ça sera, au lieu de multiplier par 60, je vais diviser. Et donc du coup, ça sera 1 sur 60 secondes. Et puis on vérifie bien que 60 secondes, donc ça soit 60 fois 1, égale à 60 fois 1 soixantième, ce qui nous donne 60 sur 60, qui nous donne 1 minute. C'est compliqué? Non. Est-ce que c'est compliqué? Voilà, ça, c'est des choses qu'il faudra déjà maîtriser avant d'attaquer les grandeurs composées type vitesse. Hein. Je t'écoute, Anne, du coup.
Alors du coup, on va utiliser celle que vous avez notée là. 1 seconde est égale à 1 sur 3600 heures. Voilà, donc nous, on veut passer à heure, de seconde à heure. Donc on va diviser par, pardon, Donc on va multiplier prendre par 0,46 divisé par 3600. seconde à heure, on a dit divisé par 3600. Ok. Alors je vais le garder en rouge comme ça vous voyez ce que j'ai fait. Fois, on l'a dit la dernière fois, hein, divisé par 3600, c'est la même chose que multiplier par 1 sur 3600. Donc pour vous montrer que là, je suis en train de faire ça. Donc seconde, dans une heure, on a 3600 secondes. Dans une seconde, on a 1 sur 3600 heures. Et donc ça, si on le calcule, ça va donner quoi? Ça va donner 0,000 et après j'ai arrondi le 5e chiffre. Donc parce que ça fait 3 0, 12, 77, 8. Oui, donc il y a un arrondi. Alors je fais le calcul en même temps que toi. On va arrondir, donc il y a 3 zéros, 128, c'est ça, hein. On va faire C'est ça. approximativement. Donc ça, on verra que, bon, on calcule ça tout à l'heure autrement, hein. Ça déjà, ok. Donc on a converti un temps donc une durée en secondes, de secondes, on est passé des secondes en heures, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il n'y a plus grand chose à faire, on va tout simplement remplacer t par ce qu'on vient de trouver là. Et donc, tu as trouvé du coup finalement. Et donc là, j'avais trouvé donc pour la balle qu'elle faisait 176 bon, 9. Alors, on va arrondir 177 km par heure. 176, hein, donc 177, ok, km par heure. Ok, donc on voit bien que 177 km par heure, vitesse de la balle, est supérieure à 175 km par heure, qui est la vitesse du train. D'accord? Ça, c'est la vitesse du train. Donc la balle est plus rapide que le train. Ok? Donc c'est faux. Hein, on est d'accord? Hein? C'est bon? Oui. Alors maintenant, on va essayer de faire les conversions dans l'autre sens. D'accord? Excusez-moi, Oui, il y a j'ai une erreur. petite question. Oui. Pourquoi le 23, Oui. qui est de base en mètres, Oui. celui-là, on ne le convertit pas? Ah oui, On oui, laisse on l'a en pas. mètres. Pardon, on l'a pas converti. Bah oui, bah oui. Bah oui, on l'a pas converti. Donc là, c'est 0, pardon. Parce que moi, je suis resté, je voulais convertir en mètres par seconde les deux. Et donc la distance, c'est vrai, bonne remarque, hein, très bonne remarque. Donc du coup, on a oublié de le faire. Sinon, tu ne trouveras pas 175, hein, 177. Hein, Anne, tu as bien converti ta distance en Oui, kilomètres. oui, oui, oui. Moi, c'est parce que je l'avais mis Oui, j'avais oui, mis tout en mètres et que je l'ai converti toute seule en en vous le kilomètres. disant. Oui, oui. C'est ça. Ok. Donc Oui. voilà, c'est pour ça que moi je me suis pas arrêté là-dessus. Bien sûr, la conversion. Donc on a converti les mètres en kilomètres, la durée en heures pour avoir des kilomètres par heure. Donc l'idée maintenant, c'est de faire l'autre sens, c'est de convertir la vitesse, le train en mètres par seconde et voir si on trouve la même chose. Ok? On peut le faire dans les deux sens, c'est ce que je vous ai dit. Ok? Donc, juste pour l'histoire de l'arrondi, on aurait pu ne pas faire d'arrondi en faisant le calcul directement. Allez, hein? C'est-à-dire, Voilà, c'est-à-dire en fait, vitesse de la balle. Donc ici, c'est 0,023 divisé par 0,46 qu'on a divisé par
3600. Ah oui, d'accord. On est d'accord? Bon, Oui. c'est ce qui nous fait le pont avec les fractions de tout à l'heure. Donc, du coup, là, je divise par une fraction. Et quand on divise par une fraction, c'est on multiplie par l'inverse. L'inverse de la fraction. Donc, diviser par cette fraction, ça veut dire multiplier cette quantité par l'inverse de cette fraction. Et donc là, du coup, tu n'auras pas besoin d'arrondi de mémoire à essayer de me faire ce calcul. Donc 0,023 multiplié par 3600 et on divise par 0,46. Donc ça va se simplifier automatiquement puisque vous avez ici, regardez, en fait le 23 ici, c'est un multiple de 46 là. C'est pour ça que ça se simplifie. Alors, combien vous avez trouvé? Alors moi, j'ai que mon téléphone. Alors du coup, Ouais, bon, à la finale, j'ai trouvé 180. 180. Oui. En fait, Mais vous avez trouvé. ça fait un sacré arrondi par rapport Oui, à notre oui, bah oui. résultat de tout à l'heure. Bah oui, ça fait 3. C'est ça ce que j'ai dit, le calcul intermédiaire. L'arrondi intermédiaire. Donc ce qui nous fait 140, 180 km par heure. Mais Ça alors, ne change pas le excusez-moi, résultat. Oui. du coup, quel est le résultat correct Les deux au sont point de corrects. vue de notation? Les deux sont corrects en fait. Les deux sont corrects dans le sens où la réponse est juste là. En D'accord. fait, la réponse, on vous demande de justifier, c'est tout. Après, c'est vous qui fixez l'arrondi du coup là. D'accord? C'est bien de ne pas D'accord. en faire, si on n'arrive à pas en faire, d'arriver directement au résultat. Donc ça, c'est pour vous montrer que, attention, quand il y a des calculs intermédiaires, quand on fait des arrondis intermédiaires, parfois les arrondis nous éloignent du résultat exact. Plus on en fait, parfois les arrondis se corrigent, c'est rare, en général, on s'écarte de plus en plus. Donc attention aux arrondis. OK? Et on voit bien ici qu'on n'en avait pas besoin. OK? Bon, mais sinon, heureusement, parce qu'on aurait pu basculer de l'autre côté. Parce que le 3 km, il aurait pu passer de l'autre côté. C'est-à-dire, on aurait pu trouver un résultat tangent du style 175 ou 14 km par heure. Et donc, c'est un peu. Donc, voilà. Donc, c'est exactement l'exemple qui vous montre attention aux arrondis inutiles qui peuvent. Bon, enfin, finalement, on en tient compte quand on corrige des sujets, mais essayez de ne pas en faire trop. Alors maintenant, on va essayer de le faire dans l'autre sens. Donc, du coup, dans l'autre sens, j'ai ma vitesse de la balle. Je vais prendre une autre page. Alors, la vitesse de la balle, on va s'attarder un petit peu sur cet exercice, puisque de toute façon, c'est un exercice type qu'il faut maîtriser. Donc, la vitesse de la balle, qu'on va laisser en mètres par seconde. Et donc, regardez, en mètres par seconde, j'ai combien? J'ai 23 mètres parcourus en 0,46 secondes. On est bon là ou pas? Oui. Donc, ce qui nous fait combien ça? 23 sur
0,46. Ça fait 50. 50. Ça fait 50. Regardez pourquoi ça fait 50. Parce que là, ça c'est 23 divisé par 46 centièmes. D'accord? Donc 46 fois 10 puissance moins 2. Pourquoi vous me divisez 50? Oui, oui, c'est ça. Et donc, du coup, 23 sur 46, c'est ça. C'est juste un demi. C'est 0,5. 23 sur 46. Divisé par une puissance négative, on n'a peut-être pas encore abordé, mais je vous le dis, ça revient à multiplier par une puissance positive. Et on arrive à 50 mètres par seconde. Divisé par une puissance négative, je vais l'écrire ici. Si j'ai 1 sur 10 à la puissance moins 2, c'est comme si j'avais 1 sur 1 centime. Encore une fois, division par une fraction. Et diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 1 fois 100 sur 1, qui nous donne 100. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir ça, mais c'est juste voilà, une première couche à refixer plus tard sur le calcul des puissances. Entre nous, la calculatrice vous donne exactement le même résultat, et donc il ne faut pas s'en priver. Donc je reviens, vitesse de la balle, 50 mètres par seconde. Ok, donc je vais l'écrire ici à nouveau. Maintenant, pour comparer deux grandeurs correctement, il faut que la vitesse du train soit en mètres par seconde. Et la vitesse du train, on me dit que c'est du 175 km par heure. C'est bien ça, hein? Ouais. Oui. Que je dois convertir en mètres par seconde. Regardez comme c'est simple. 175, je vais l'écrire comment? Eh bien, je vais l'écrire en mètres. C'est quoi? 175 km à convertir en mètres. 175 000. Voilà. Donc 10 puissance 3. On va laisser comme ça. Pas. Et les heures, une heure, c'est combien de secondes? 3600 secondes. Voilà, 3600. Terminé. Maintenant, je vais faire le calcul. Alors, on peut simplifier avant. Hein. Donc, je vais simplifier là et là. En divisant par 100, là et là. Donc, 1750 divisé par 36. Alors, je vais faire le calcul. Ça fait 48,61. Voilà. On va arrondir tranquillement à 49 mètres par seconde. Voilà. Qui est inférieur à 50 mètres par seconde. Donc le train roule moins vite que la balle. Voilà. Ça vous va? Donc il y a toujours deux sens de conversion. Hein. À vous de voir lequel vous paraît le plus simple. Mais le plus important, c'est d'avoir les deux unités, quoi. Oui, voilà. Et là, du coup, l'écart, il est moindre par rapport à, Oui, mais parce au que là, kilomètre, oui, parce que là, on est au en train de parler. kilomètre et heure. Bah oui. Oui. Là, on est en train de parler Oui. de mètres par seconde. Hein. Ah. Alors du coup, je vous donne juste une indication. 25 mètres par seconde, c'est une grande vitesse, une petite vitesse. C'est juste pour que vous puissiez voir ce que c'est que les mètres par seconde. 25 mètres par seconde. Est-ce que ça vous paraît une grande vitesse, une petite? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Énormément beaucoup. Alors celle-là, c'est en fait, en une seconde, je vais parcourir 25 mètres. C'est ça, un mètre par seconde. Hein. Ok. En une seconde, je parcours 25 mètres. C'est beaucoup. Ok. Essayez de me convertir cette vitesse en kilomètres par heure. Allez, question supplémentaire. On va utiliser encore une autre fois, enfin encore une autre technique de conversion.
juste après la réponse, enfin, juste en répondant à cette question. Retenez bien ces exercices, hein, parce que non seulement ce sont des exercices qui tombent dans les concours, mais aussi c'est pour bien expliquer la chose, la notion aux élèves. Donc on est dans la partie qu'on appelle grandeur composée. C'est essentiellement des conversions et aussi la proportionnalité. Est-ce que vous avez une réponse? Oui. Alors, combien? 90 km/h. Eh oui, c'est 90 km/h. Mais la réponse aurait pu être instantanée, hein, puisque on a déjà répondu à la vitesse de la balle tout à l'heure. La vitesse de la balle en mètres par seconde, donc on a une vitesse de 50 mètres par seconde. Et rappelez-vous, sur la page d'avant, on a déjà converti cette vitesse en km par heure. Donc c'était 180 km par heure. Oui. Et qu'on divisait par 2. Bah oui, si je divise par 2, on est à 20, donc pour 25 mètres par seconde, la conversion est de 90 km par heure. Donc 90 km par heure, c'est la vitesse autorisée sur des périphériques. Hein. Non, c'est 70. Maintenant, c'est 70. C'est vrai, maintenant c'est 70. C'est vrai, maintenant c'est 70. Oui, tout à fait. Donc, puisque moi je prends les transports en commun, donc je vois plus la limitation de vitesse. C'est vrai. Donc 90 km par heure, c'est pas une vitesse énorme. Hein. Mais attention, une personne qui n'est pas attachée dans un véhicule va sortir de l'habitacle, de la voiture, va être projetée à 25 mètres par seconde. Vous voyez un petit peu la chose? 25 mètres par seconde, en général, la trajectoire dure 2-3 secondes, parfois 4. C'est-à-dire la personne, on va la retrouver 100 mètres plus loin par rapport à l'impact, par rapport au lieu de l'impact, au lieu de l'accident. Hein? Et en général, quand il y a un accident, quand il y a un impact entre deux véhicules, une moto par exemple, enfin entre deux mobiles, ils prennent ce qu'on appelle l'énergie cinétique, donc la vitesse, en fait, elle va augmenter. On ne sera plus à 90 km par heure, parce qu'au moment du choc, le véhicule était à 90 km par heure, il va gagner en plus en énergie cinétique par rapport au choc, et donc en général, la vitesse augmente. D'accord? Donc il va passer peut-être à 1,5 fois cette vitesse-là. Imaginez donc les dégâts. Hein. Vous voyez, donc ça, c'est juste pour que vous puissiez vous repérer par rapport à la vitesse. Donc 25 mètres par seconde, retenez ça, c'est 90 km par heure. C'est l'ancienne vitesse sur les périphériques. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est juste pour mes mots techniques. Alors maintenant, je vous ai dit que bien sûr, il y a une autre méthode. Ben, en fait, ce n'est pas une autre méthode, c'est plus la proportionnalité. Alors, on va essayer de la faire ensemble.
Donc, je vais fabriquer aussi rapidement, tracer un tableau de proportionnalité avec 2 colonnes. Donc ici, je vais mettre 25 mètres par seconde. Donc distance, première ligne. Et ici, donc le temps, la durée en secondes. Donc 1 seconde. Et donc je peux déjà convertir en mètres par heure. Donc pour passer de seconde à heure, qu'est-ce qu'on va faire? On multiplie ou on divise? On multiplie. On multiplie, par combien? 3600. 3600, donc on va faire la même chose. Donc, fois 3600 ici, donc c'est 3600. Et là, donc je vais faire la même chose puisque c'est un tableau de proportionnalité. D'accord? Donc, si j'étais à une vitesse de 25 mètres par seconde, je vais parcourir 25 mètres en 1 seconde, distance, et là c'est le temps, ce qui équivaut à 25 fois 3600 mètres par 3600 secondes par heure. Et donc maintenant, je vais ajouter une dernière colonne, et là je vais convertir en kilomètres. Pour convertir des mètres en kilomètres, parce que là c'est des mètres, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 1000. D'accord? Donc attention, je vais pas diviser les deux, hein. Je vais diviser que celle-là. Vous avez compris le principe de la proportionnalité du coup, hein, donc je ne vais pas perdre du temps. Mais donc du coup, on retrouve le même résultat avec la proportionnalité. Donc, 25 mètres par seconde, voilà, donc on multiplie, donc on a toujours le même rapport par rapport au temps, ce qui nous ramène au même résultat. Donc essayez de reprendre ces exercices, histoire de vraiment prendre la main et de toucher un petit peu ces grandeurs pour bien comprendre pourquoi je multiplie, pourquoi je divise, etc. Parce que là, l'exercice est terminé, en fait, puisque maintenant, 25 mètres par seconde, je peux écrire comme ça. C'est tout simplement 25 fois 3600, donc mètres par heure. D'accord? Et donc maintenant, je vais pouvoir convertir en kilomètres par heure. Alors là, c'est fini, parce que les heures, je vais les garder en heures. Hein. Et donc, kilomètres par heure, je vais diviser par 1000. Donc, ce qui revient à faire 25 fois 3,6. Donc, on multiplie par 3,6. C'est ce qu'on dit souvent aux élèves au collège, par exemple. On va leur dire, quand vous passez de mètres par seconde, il suffit de multiplier par 3,6. Et moi, j'aime pas trop ça, puisque quand on dit ça aux élèves, bon, ils vont le faire, mais ils vont rien comprendre à la notion de grandeur composée. D'accord? Puisque quand ils vont passer au lycée, on va s'amuser à diviser des mètres, des kilomètres par des minutes, par des heures, bref, toutes les situations sont possibles. Est-ce que j'ai été clair ou il y a des questions? Non, c'est bon. C'est bon? Voilà, donc je vous ai montré plusieurs façons de faire. Voilà, donc si je résume un peu ce qu'on vient de faire, attention, donc pour comparer, il faut qu'on soit dans les mêmes unités. Et 2, attention aux arrondis inutiles. Et préférez la méthode qui évite les arrondis, quoi. Celle avec laquelle vous êtes à l'aise. OK? Bon, on va passer à un petit QCM sur la proportionnalité. On est toujours dans le même thème. Le temps file, hein, mais bon. C'est bien de voir les choses correctement. Donc ça, il faudra le considérer comme un exercice leçon, hein, sur les conversions des durées et comparaison de vitesse en tant que grandeur composée. Je passe, je ne voulais pas changer de fenêtre. Alors, donc du coup, un petit QCM sur la proportionnalité. Je voulais poser hein, le QCM, le deuxième, il est déjà prêt sur l'ENT, sur Teams. Alors voici la première question.
Donc, on a un tableau de proportionnalité, c'est vraiment sur la proportionnalité, hein. Et donc, essayez de trouver la valeur manquante avec deux méthodes différentes. Comme ça, on maîtrise vraiment la proportionnalité et on l'attaque sur plusieurs angles. Bon, voilà. Donc, on aurait pu parler vitesse, longueur, poids, enfin, masse, tout ce que vous voulez. Là, voilà, on va aller à l'essentiel. On a un tableau de proportionnalité et donc il faudra trouver la valeur qui manque. Et essayer de trouver cette valeur avec deux méthodes différentes. Il y en a qui sont déjà en vacances ou vous travaillez cet été? Non, moi, je suis pas en vacances. Ok. Je travaille aussi. Travaillez ici. Moi, Ok. Moi, je suis bientôt en vacances, je suis à ESH. Ok. Donc du coup, tu profites des vacances scolaires. C'est bien. Alors, vous goûterez bientôt aux vacances scolaires l'année prochaine. Ah non, ce sera l'année On d'après. l'espère. Oui, bah oui. On l'espère toutes. Oui. Ah oui, parce que le président Emmanuel Macron, il veut diminuer les vacances d'été. Oui, vous diminuez les vacances d'été, mais les vacances d'été ont été déjà diminuées depuis longtemps en fait. Parce qu'en fait, nous, les enseignants, on attaque toujours avant les élèves et on attaque en général au courant la dernière semaine d'août. Il y a toujours 2 ou 3 jours qui sont pris par une plénière, voilà. Et il y a toujours une semaine, la dernière semaine d'août, elle est toujours prise par le dispositif devoir fait pour certains élèves qui veulent s'entraîner dans les collèges, lycées, pour une remise à niveau, voilà, une remise en forme. Donc voilà, c'est pas obligatoire pour les élèves, mais il faut des profs disponibles. Donc cette semaine-là est souvent prise dans ce cadre-là. Donc M. Macron, il fait plus de la com qu'autre chose, hein. C'est déjà le. Mais Monsieur Bachar, du coup, je me suis posé la question, il y a beaucoup de volontaires au niveau des élèves pour Il n'y en a faire pas cette beaucoup. semaine d'entre. Il n'y a pas beaucoup de volontaires, d'autant plus qu'on a beaucoup d'élèves qui rattaquent l'année avec une semaine de retard, qui sont souvent dans l'incapacité, les parents, de prendre des billets retour dans ces périodes-là parce parce que ou les billets sont chers ou pas, enfin je sais pas. Déjà, il y a pas de, tous les élèves ne reprennent pas comme nous début septembre. Il y a toujours une semaine D'accord. où on n'a pas les classes complètes et en plus, il n'y a pas beaucoup de volontaires. Il n'y a pas beaucoup d'élèves il y en a, hein, mais ça dépend des académies, ça dépend des zones, ça dépend des années. Bon, c'est plus, voilà, on a quelques élèves. Donc, du coup, des professeurs mobilisés pour peu d'élèves. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, il y a des professeurs des écoles, professeurs des lycées et collèges, hein. Tout le monde est concerné par ce dispositif. Et ce dispositif, en fait, il est aussi reconduit pour toutes les vacances scolaires. Il y a toujours une semaine sur deux où certains établissements prennent 2, 3, 4 jours, parfois une semaine, pour ces élèves-là. Et parfois des établissements ouverts pour d'autres élèves qui viennent d'autres établissements. Voilà, il y a toutes les formes, enfin, tout est possible, hein. Ça dépend des académies, ça dépend des zones, des régions. Voilà. Le vrai problème, en fait, c'est comment faire pour décoller dans les résultats internationaux. Et là, pour le coup, il faut aussi revoir les programmes, il faut revoir les effectifs des classes, il faut revoir tout ça. C'est ça le vrai débat. On est C'est pas de d'accord. faire, c'est pas de faire travailler plus les professeurs avec des classes surchargées. Ça n'a pas de sens. C'est plus, voilà, c'est alléger les effectifs, ça c'est clair et net mais voilà, on n'est pas dans cette optique-là et on le sera jamais. Je sais pas si vous avez su que, en fait,
dans les années à venir, le statut de fonctionnaire pour les enseignants, il risque de disparaître pour passer à un statut contractuel. En fait. Parce que ça coûte moins cher pour l'État, c'est ça? Non, parce que ça coûte, c'est beaucoup plus facile de virer. Ah d'accord. Bon, surtout qu'ils en manquent, alors bon. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus souple en fait. Et donc, quand on est fonctionnaire, on a la garantie de l'emploi. C'est-à-dire que l'État oui. est censé vous trouver le nombre d'heures qu'il faut, mais si vous êtes contractuel, vous n'êtes plus fonctionnaire. Donc, s'il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de boulot. Hein. S'il n'y a pas assez d'heures, donc il n'y a plus de boulot. Voilà, donc c'est cette thématique-là qui est un peu problématique, qui va à l'encontre de ce qu'on devrait faire. Mais bon, après, le problème aussi des politiciens et des politiques, c'est que un gouvernement arrive, fait, l'autre il revient, il défait pour refaire autre chose, et après il se rend compte que ça marche pas, donc il essaye de recoller les morceaux à la fin et c'est trop tard. Donc, voilà. Donc on est un peu les cobayes de pas mal de labos de recherche. Mais bon, je vous rassure, ça fonctionne bien. Quand ça fonctionne bien, c'est bien. Mais raccourcir les vacances, à mon avis, c'est pas une bonne idée parce que il y a beaucoup de collègues qui sont déjà fatigués. Et encore une fois, ça dépend ce qu'on fait comme métier et ça dépend avec quels élèves on est. Et donc, c'est fatigant. Si on veut être en forme, il faut se reposer. Mais le but de raccourcir les vacances d'été, c'était pour raccourcir les journées sur l'année? Non, c'est plus pour offrir à des élèves qui seraient en difficulté des cours supplémentaires. Mais Ah, des je l'ai élèves pas en compris comme difficulté, ça. ils vont pas venir sur ces créneaux-là. Hein. C'est C'est sûr. plutôt les élèves motivés qui vont venir. Donc on a toujours le même problème. Non, ils ne vont pas raccourcir. S'il s'agit de raccourcir, c'est de raccourcir les vacances intermédiaires, peut-être. Mais bon, cela dit, il n'y a pas de solution. Et puis raccourcir les vacances, c'est quand même grave parce que en général, on finit les périodes un petit peu sur les rotules. Hein. Donc ça veut dire qu'il y aura des grèves en septembre, quoi. C'est ça? Non, ça veut dire que non, ça ne se fera pas. Non, ça ne sera pas. Pour les vacances d'été, c'est déjà le cas. Hein. Donc les vacances d'été, il y a toujours des volontaires des collègues volontaires qui prennent les élèves hein, pour un dispositif d'aide aux devoirs ou de devoirs faits. Voilà. Il y a toujours ça. Mais ça ne touchera pas le statut de l'enseignant, les vacances de l'enseignant en général. Non. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé, il n'y a rien d'officiel. Hein. C'est plus de la com, hein, en fait, c'est tout. Hein. C'est plus de la com. C'est comme de remplacer les profs absents. Remplacer les profs absents, il faut déjà avoir des profs disponibles. Hein, donc, c'est dingue. Il faut déjà recruter pour remplacer. Hein. Après, remplacer par des contractuels qui n'ont pas d'expérience, c'est pas remplacer, c'est garder des enfants, c'est de la garderie. Ouais. Par faire venir quelqu'un pour lui dire, bah voilà, vous allez garder 2 classes par semaine parce que le prof n'est pas là, il va faire de la garderie, voire complètement, il va faire des choses graves, c'est-à-dire qu'il va peut-être leur enseigner mal des notions et du coup, il va falloir derrière corriger le tir. Hein. Bon, collège, lycée, ça se fait encore, mais école primaire, c'est difficile d'aller voir l'élève et dire non, ce qu'on vous a appris la semaine dernière, c'était vraiment pas bon, quoi. C'est fou. Parce qu'enseigner une division, je sais pas, moi je laisse pas n'importe qui enseigner une division à des élèves de l'école primaire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pas voilà, le grand public pense que c'est facile, mais quand on a des enfants, on se rend compte que c'est pas facile, et quand on est enseignant, on le sait d'autant plus. Voilà, donc c'est de la com. Bon, il ne faut pas écouter tout ce qui se dit, mais voilà. Vous, c'est l'objectif, c'est passer le concours. Voilà. Et ça, par contre, c'est un objectif qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, est-ce qu'on revient à notre QCM parce que le temps file? Je ne sais pas que je ne veux pas discuter avec vous, mais j'ai envie que vous profitiez au maximum de cet échange. Du coup, comment on va s'attaquer à cette question? Je peux proposer une réponse? Bien sûr, il y en a plusieurs. Hein. Alors moi, j'ai trouvé donc 2 manières. J'ai pris le produit en croix et l'autre manière, je sais pas. Alors, C'est un nom.
Alors, explique-nous le produit en croix. Alors, le produit en croix, on sait que donc, quand on a une diagonale complète, il faut la multiplier. Donc, multiplier les valeurs de la diagonale connue et diviser par le nombre, enfin le chiffre de la diagonale non connue. Voilà, très bien. Donc, ça bon, fait 2 fois 7 divisé par 5. très bien. Et on trouve 2,8. Allez. Donc, j'ai multiplié la diagonale pleine et je divise par le nombre en face de mon inconnu, divisé par 5, 14 cinquièmes. Et 14 cinquièmes, tu dis que ça fait 2,8. Voilà, ok. Est-ce qu'il y a une autre méthode? C'est bien, hein, c'est parfait, ça marche, pas de problème. Après, on sait que si on fait, on sait que 2 fois 7, on trouve un résultat Ouais, et qui doit être égal à 5 fois le point d'interrogation. très bien, c'est ce qu'on appelle le produit en croix. Donc, le produit en Aussi, croix, ouais. ça veut dire le produit sur les diagonales doivent être égaux. C'est-à-dire, 2 fois 7 qu'on a trouvé, 14, doit être égal à 5 fois le nombre que j'ai trouvé. Très bien. Oui, je vais l'écrire, où est-ce que je vais pouvoir l'écrire? Je vais l'écrire là. Donc, 2 fois 7 est égal à 14, donc la diagonale rouge, doit me donner 14 divisé par... exactement 5 fois l'inconnu qui doit me donner 14. Donc pour trouver l'inconnu, je vais diviser par 5 et je trouve 14 cinquièmes. Très bien. Ouais. Je peux vérifier que 5 fois 14 cinquièmes me donne 14. Ça marche aussi. Vous savez que vous pouvez aussi donner un résultat sous écriture fractionnaire. Ce n'est pas interdit. 14 cinquièmes, c'est un résultat. Ok, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode? N'oubliez pas, hein, on est dans un tableau de proportionnalité. Alors moi, je pourrais évoquer, après, je sais pas si c'est une méthode, mais la logique. Mais ici, il n'y Ouais. en a pas. Il n'y en a pas, c'est-à-dire. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Alors, je peux rectifier un petit peu les propos. De la logique, il en faut, il en aura. Il y a toujours de la logique. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que tu n'arrives pas, j'ai compris, Anne, hein, tu n'arrives pas à trouver un facteur de proportionnalité entier. C'est ça. Et ça, c'est pas une question de logique, ça. Qu'il soit Oui, entier ou pas, ça marche. Hein. C'est la logique de la proportionnalité fonctionne avec tous les nombres. Et les nombres, on sait aujourd'hui qu'on a des nombres entiers, qu'on a des nombres fractionnaires, qu'on a des nombres non fractionnaires, bref, on a tout. Il y a toutes sortes de nombres. Donc, du coup, bien sûr, c'est la proportionnalité que je vais aborder, et ben tu vas voir que ça fonctionne. Regarde. Pour passer de 5 à 2, qu'est-ce que je fais comme opération? Ah, là, vous bloquez. Hein. Et là, vous bloquez oui, parce que parce que, ça aurait été plus facile de 6 à 2. Mais 5, oui, c'est embêtant. et oui, comment je fais pour passer de 5 à 2 par une multiplication? Et là, il y a des élèves de l'école primaire qui vont me dire, mais ça, c'est impossible. Parce que déjà, multiplier par 5 et trouver un nombre plus petit, c'est pas possible, madame. Et on a vu la dernière fois qu'on peut multiplier par un nombre et trouver un nombre plus petit. C'est tout simplement parce qu'on multiplie un nombre par un nombre qui est plus petit que 1. Un nombre négatif. Ah non, si tu multiplies par un nombre négatif, Elsa, le résultat va être négatif. Là, c'est pas le cas. Par quel nombre je dois multiplier 5 pour trouver 2? Alors, je vous donne la technique. 0,4. Oui, mais comment tu l'as trouvé? Mais j'ai fait 5 divisé par 2. Ouais. On peut faire Et 5 divisé par 2, en effet. oui, On peut faire 5 divisé par 2, mais regardez ce que je vais faire. Plus simple que ça. Moi, le problème ici, je veux trouver un 2. D'accord? Eh bien, ici, je vais mettre un 2. Ça te convient? Mais le problème, c'est que j'ai pas dit, j'ai toujours pas 2. Parce que 5 fois 2, c'est pas 2, c'est pas 2, c'est 10. Alors, qu'est-ce qui me dérange ici? Bon, en fait, le 5 est là. Et comment je fais pour faire sauter le 5 qui est ici? Pas très compliqué.
Le contraire d'une multiplication, c'est une Division. 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 Voilà. Et donc, voici le nombre recherché. Donc, pour passer de 5 à 2, on doit multiplier par 2 cinquième. Pas compliqué. Une fois qu'on connaît, c'est bon. Alors maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, puisqu'on est dans un tableau de proportionnalité. Donc, passer de 5 à ce nombre-là, on est censé multiplier par le même coefficient, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Et 5 fois 2 cinquièmes me donne 14 cinquièmes que j'ai entouré en vert, que je peux calculer en lui donnant une écriture décimale. Donc, ça marche. OK? Donc, vous avez plusieurs méthodes. À chaque fois, en fait, plus vous créez des méthodes, plus vous voyez différentes méthodes, plus les choses vont devenir claires. D'accord? Et les outils vont être disponibles, donc du coup, le cerveau est plus à l'aise. Et on peut faire des connexions entre les méthodes. Oui? Et Monsieur Bachar, j'ai une question. Du coup, de ces différentes méthodes vis-à-vis des élèves, est-ce qu'on adopte la méthode ce qui nous paraît la plus facile, la plus abordable, c'est-à-dire la méthode en produit en croix, Alors, le et produit en croix. après on aborde l'autre Alors, en pensant à la différenciation, parce que je sais pas, je me pose la question. ah oui, mais tu fais bien. Il faut se poser toujours ce genre de questions. Comment je vais aborder ça avec mon public? Pour quel niveau? Et comment je vais le présenter? Alors, là, ce genre de calcul, vous ne l'aurez pas en école primaire. D'accord? Donc D'accord, ça, c'est la quatrième proportionnelle. On la présente en quatrième, en général. Quatrième, cinquième. D'accord? Ça, d'accord. c'est niette. Hein? Donc ça, c'est plus pour votre copie à vous. La méthode la plus simple pour la gestion d'un examen, d'un concours, c'est la méthode de Lucie. Hein, d'accord? Donc voilà ce qu'on a présenté au départ, produit sur la diagonale pleine, et vous divisez par l'autre nombre. Maintenant, certains exercices vous demandent de trouver le coefficient de proportionnalité. C'est ce que je viens de faire avec vous. Le 2 cinquième, c'est le coefficient de proportionnalité. D'accord? Le 5 fois quel nombre égale 2, ce genre d'exercice, on se le pose en cinquième. D'accord? Même pas en sixième. Peut-être en sixième, fin de sixième. Mais surtout en cinquième. D'accord? Par quel nombre multiplier un nombre entier? Je trouve un nombre entier plus petit. Donc, on est plutôt dans la multiplication d'un entier par une fraction. Et on est aussi dans le thème qu'on appelle la fraction d'une quantité. Donc, si je vous dis 2 cinquièmes de 5 euros, ça fait combien? Donc ça va se traduire avec 2 cinquièmes multiplié par 5. On est plutôt dans cette opération-là. D'accord? Ok. En école primaire, qu'est-ce que vous allez aborder? Vous allez aborder la proportionnalité avec ce que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc je passe d'une colonne à une autre, je vais multiplier. Si je multiplie en haut, je fais la même chose en bas, ou si je divise, etc. Et on peut avoir la proportionnalité additive, on peut additionner des colonnes. OK? D'accord. Et D'accord. ça, pour l'élève, ce sera simple. Puisque il a déjà dans son modèle, dans sa modélisation, il sait très bien que s'il achète pour 2 euros un objet, s'il en achète 5, bah, il va multiplier par ça. OK? Allez, deuxième question. Toujours pareil, essayez de faire ça avec au moins 2 méthodes. Donc on a un tableau et on cherche la valeur manquante. Assez rapidement, maintenant on a tous les outils. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme résultat?
4,5. 4,5. Comment on arrive au résultat? 2,7 multiplié par 5 divisé par 3. Ok. Je valide. Donc, diagonale pleine. Hop. Donc, 2,7 fois 5 qui est notre diagonale. Je répète, hein. On divise par 3. Et tu trouves, tu me dis 4,5, c'est ça? 5. Ok. Autre méthode? On fait 2,7 multiplié par 5 tiers. Voilà. Regardez, vous le voyez là, hein, vous le voyez dans la formule. Hein. Vous voyez 2,7 fois 5 tiers. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on fait pour monter de cette colonne à cette colonne? Donc, je passe de 3 par combien? Je multiplie par 3 pour trouver 5. Donc, même histoire. Donc, je dois trouver 5. Donc, mon numérateur, ça sera 5. Et j'annule 3. Donc, 5 tiers. 2,5 fois 5 tiers. Et on trouve le même résultat, évidemment. Ok, bah c'est parfait. Troisième diapo. Alors, combien on trouve? 17,5. 17,5. Et, bon, méthode de la diagonale, de la quatrième proportionnelle, on la connaît. Alors, le coefficient de proportionnalité il est facile à trouver, lui. Hein. Donc, pour passer de 4 à 10, tout le monde sait qu'on multiplie par 2,5. D'accord? La table de 25, il faut bien la connaître. Il faut bien la faire connaître à vos élèves si vous avez des classes du CM1 CM2. C'est une table utile, hein, très utile. Ok, j'ajoute une autre question. Supposons qu'on avait un tableau complet, complété. Voilà, je vous mets un 3 ici, je mets n'importe quoi. Et on vous dit, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Qu'est-ce que vous allez faire pour répondre à cette question? Ce ne sera pas le cas, puisqu'on attend un résultat de 17,5. Comment on justifie? On calcule les diagonales. On calcule les diagonales. Très bien, Lucie. Donc là, premier réflexe, donc les diagonales. Hein. Donc 7 fois 10, c'est 70. 3 fois 4, c'est 12. Donc ça n'est pas égal. Donc ça n'est pas un tableau de proportionnalité. OK? Ça aussi, c'est des questions qui peuvent être dans des QCM. Voilà. On peut facilement aussi, donc j'ajoute des questions en même temps, hein, on peut, dans le calcul littéral, vous dire est-ce que ça c'est un tableau de proportionnalité. Je mets ici un x, ou 3x ici. Je mets ici, je sais pas, je mets 2x. Et là, je vous mets 4x, 1 demi de x, ou 0,5x. Vous voyez, donc là, calculatrice, elle ne va pas m'aider énormément. Là, je vais m'attaquer au calcul littéral. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le produit sur la diagonale. On verra le calcul littéral. Hein. Donc, 2x fois x, donc c'est 2x au carré. Et 4x fois x, c'est 2x divisé par 2, donc c'est encore 2x au carré. Donc, les diagonales, produit des diagonales sont égaux. Donc, c'est un tableau de proportionnalité. Et Monsieur Bacha, c'est pas 4x fois 0,5x. Ouais. J'ai oublié le 0,5, tu as raison. Ouais. C'est 0,5x, bien sûr. Donc, on multiplie hein, les diagonales. Si vous avez le même résultat, c'est un tableau de proportionnalité. Okay, donc, c'est toujours le premier réflexe à avoir. Même si vous avez un tableau de 6 colonnes. Hein.
Donc, si j'ajoute ici encore une colonne, donc vous devez avoir tous les produits qui sont égaux. Dès que vous trouvez deux produits qui ne sont pas égaux, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Je vous donnerai une autre méthode quand il s'agit de plusieurs colonnes, parce que vous n'allez pas faire ça tout le temps. Mais pour l'instant, retenez, quand on a un tableau, il faut vérifier le produit sur les diagonales. Suivante. Hop, j'ai trop donné. Donc vous avez les techniques, maintenant ça va aller vite. Donc pour passer de 4 à 7, on va multiplier par les nombres pour voir si c'est ancré. Bon, si vous passez de 4 à 7, vous devez multiplier par quel nombre? Par 4 quarts. septième. Voilà, 7, pour avoir le 7, quart, pour annuler le 4. Donc dans ce sens-là, je multiplie. Maintenant, si je remonte en arrière, je divise par le même nombre, et divisé par 7 quarts, c'est multiplié par 4 septièmes. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc le résultat attendu, que vous allez trouver, vous, par le produit de la diagonale sur 7, c'est tout simplement que je vais écrire ici, 8,4 fois 4 sur 7. Et c'est exactement ça, puisque je fais le produit sur la diagonale, et je divise par 7. Combien vous trouvez? 4,8. 4,8. 4,8. Comment je vérifie mon résultat? Ce produit-là doit être égal à l'autre. Voilà. C'est pas très compliqué. Alors, la proportionnalité, elle a aussi une application, mais immédiate, c'est les fractions. Qu'est-ce que je vais utiliser comme numérateur pour que ces deux écritures fractionnaires soient égales? Eh bien, produit en croix, et on va trouver notre résultat. Vous voyez? Incroyable, hein? D'accord? Donc, c'est une application directe. C'est l'outil par excellence pour ça. Bon, quand on voit une proportionnalité évidente, on l'a fait. Et sinon, vous appliquez votre produit en croix et ça fonctionne directement. Hein. Toujours la même chose, hein, divisé par 7. OK? J'essaie d'ouvrir en même temps, d'élargir un petit peu le spectre. Hein. Suivante. Alors, la différence entre ces deux tableaux-là. Là, c'est un tableau de proportionnalité. Là aussi. Quelle est la différence entre les deux? Là, il y a des dizaines et il n'y a pas de chiffres, de nombres à virgule OK. fractionnaire. OK, c'est vrai. On voit ça. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Simple, je ne vous piège pas, c'est qu'on s'est ramené à un cas concret là. Hein. Ils sont pairs. D'accord? Là, on s'est ramené à un cas concret de surface et de calcul de surface, de calcul d'autres choses. Et en général, quand on regarde ça, les techniques, en fait, sont moins maîtrisées bizarrement chez les élèves. Parce que, il y a des mètres carrés qui apparaissent, donc ils perdent un petit peu pied, quoi. Voilà, donc ça, c'est pas parce que j'ai ça que je dois perdre pied. Hein. Je peux même le cacher,
je suis dans un cas de proportionnalité. Je suis capable de calculer cette partie-là sans regarder cette partie-là. Après, la réponse, ça sera avec une petite phrase réponse. Hein. On cherche ici le nombre de pots de peinture qui vont me permettre de peindre une surface de 72 mètres carrés. C'est plutôt de l'habillage. C'est vraiment de l'habillage. On a pris un tableau. Là, je parle des mètres carrés de surface et de pots de peinture. J'aurais pu parler de viande et de n'importe quoi, de prix. OK? Allez, combien on va trouver de pots de peinture du coup? Donc forcément, vous allez avoir un nombre entier ici. Hein. D'accord? Sauf si on vous demande de donner un nombre décimal et d'arrondir derrière. Mais en général, vous tombez sur un nombre entier. Alors Anne, peut-être, je ne sais pas. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous laisse. Hein. Bah non, en fait, c'est... Ah oui, c'est une blague que vous nous faites. Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous nous dites... Un nombre entier, c'est pas un nombre entier? Non, ça n'en est pas un. Ah ben, c'est pas grave. Non, Il faut arrondir. Non, on va pas arrondir, surtout pas. Vous donnez le nombre tel qu'il est. Il faut, on trouve, je peux donner la réponse? Oui, oui, vas-y. On trouve 9,6. Ok. Sauf qu'on ne peut pas utiliser 9,6 pots de peinture, donc on devra forcément en prendre 10. Voilà, dans votre réponse. C'est pour ça que je parle d'arrondi, en fait. Voilà. Donc, dans le tableau, on va mettre 9,6, d'accord? 9,6. Et dans la réponse, soit 10 pots, d'accord? De peinture. D'ailleurs, il faut vraiment le dire parce que moi, je me suis fait avoir dans un sujet de CRPE. Ouais. C'était des tissus, c'était le même principe. Et du coup, le tissu, quand on l'achète au mètre. Et oui. Comme là, avec les pots de peinture. C'est ça. Et moi, j'ai arrondi au mètre. Il ne fallait pas arrondir. Et non. Ouais. Par exemple, supposons qu'on ait trouvé ici 9,1. Bon, si j'applique la règle de l'arrondi, c'est 9. Hein. Mais ce n'est pas un arrondi qu'on fait. On fait ce qu'on appelle un arrondi par excès. D'accord? Pourquoi? Parce que vous n'allez pas acheter un dixième de pot. D'accord? Donc, dans ce genre d'exercice, vous êtes toujours dans un arrondi par excès. OK? Donc, ça aussi, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et ça l'est presque tout le temps quand il s'agit de calculer des quantités. OK? Ça marche? Bon, ça marche aussi pour les tissus qu'on achète en mètres, mais normalement, ça devrait être spécifié dans le sujet. Un tissu ne peut pas être acheté en dessous d'un mètre, quoi. Voilà. Suivante. Hop. Alors, vous êtes à combien du coup, en prix? 15 €. 15 €, ça tombe pile. Donc, toujours le même résultat, pas le même calcul, 12 fois 25 sur 20, et on est à 15 €. OK, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon. Suivante. Bon, le QCM a pris la majorité, une bonne partie de la séance, c'est pas grave. Je prévois toujours plus que moins, mais bon, ça, je me répète, hein, ce sont des notions essentielles. Il n'y a pas de sujet de concours sans proportionnalité. Il n'y a pas de sujet de concours sans conversion de grandeur. Il n'y a pas de sujet de concours sans calcul de grandeur composée. J'en ai pas vu. Hein, j'en ai corrigé pas mal. Et j'en vois
Jamais. Enfin, il n'y a pas de sujet sans ces notions-là. Donc cela, il faudra vraiment les mettre sur des fiches et bien être à l'aise dans ce type de calcul. D'accord? Allez, encore deux autres questions. Donc pareil, ici on a des coupes de dessert et on a la quantité de sucre contenue dans chaque coupe, dans le nombre de coupes associées. Donc dans 4 coupes, on a 30 grammes de sucre. Et dans 10 coupes, on aura combien? Trouvez la méthode la plus 75. 75. Quelle est la méthode la plus simple ici pour le calcul? Qu'on peut le faire mentalement ou pas là? Possible? Oui. Oui. Comment? Ben, 10 fois 300 divisé par 4. 10 Ah, fois c'est 30, 300 divisé par 4. plus du calcul mental. Moi, j'ai calcul mental, c'est rapide en fait. Hein. Ça ne doit pas supposer tout ce calcul au cerveau. Hein. Moi, je pensais en passant de 4 à 10, on multiplie par 2,5. N'est-ce pas? Oui. 2,5 en calcul astucieux, c'est ce que vous allez apprendre à vos élèves. Multiplié par 2,5, c'est quoi? Comment on le fait avec un calcul astucieux? Stéphanie, il y a ton micro qui bug. Voilà. Comment on fait en calcul astucieux pour multiplier par 2,5? Ben, c'est simple, regardez. Multiplié par 2,5, c'est multiplié par 5 d'abord, et ensuite divisé par 2. Les élèves en école primaire, c'est ce qu'ils vont faire. Multiplier par 2,5, c'est compliqué, on y arrive quand même. Mais multiplié par 5 divisé par 2. Autre technique de calcul astucieux pour la multiplication par 2,5, je peux multiplier par 25, et ensuite diviser par 10. Ça marche aussi. OK? Alors, on va retenir la première, les plus simples. Donc, mentalement, est-ce qu'on peut faire le calcul maintenant en utilisant 30? Donc, 30 multiplié par 5, ça, c'est faisable. 150. Oui. Divisé par 2. 75. Voilà. Ça, c'est du calcul mental. Vous voyez? Et le calcul mental et le calcul astucieux, c'est dans le programme de CM1, CM2. C'est parce que ce sont des techniques qui vont permettre aux élèves de travailler les tables de multiplication, de s'amuser aussi, et de créer des méthodes qui ne sont pas anodines quand même pour le développement des connaissances mathématiques chez l'élève, chez le petit élève, chez l'enfant. OK? Et même chez l'adulte d'ailleurs. Hein. Pourquoi je parle que des enfants? Il y a une question, non? N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Alors moi, j'ai une Mais là, question pour le dans les calcul aussi. évaluations. Ah, pardon. Oui. Pardon aussi, Anne, pardon. Dans le calcul 30 fois 10, moi j'ai fait 30 fois 10, donc on avait 4, 30 fois 10, c'est divisé, c'est 4, c'est 2 fois 2, donc 30 fois 10, 300, et moi j'ai fait diviser par 2, divisé par 2. Voilà, ça c'est du calcul astucieux, ça marche. Donc ça marche là aussi. Ça marche, oui. oui. Okay. Mais en fait, moi je voulais oui, le calcul astucieux, mais je voulais mettre l'accent sur comment contourner cette histoire pour ne pas passer par les diagonales. Hein, Ok, avec vos élèves à vous. Hein. Rappelez-vous, cette technique-là, vous n'allez pas la proposer à l'école primaire, attention. Hein. Non, non, non. Si vous passez l'oral et vous parlez de ça, pour un élève du CM2, c'est faux, c'est hors programme. Hein. Oui, oui. Et attention, il faut bien potasser vos programmes de CM1, CM2, hein, enfin de l'école primaire en général. D'accord. Du cycle 2 et du cycle 3, pour ne pas raconter n'importe quoi à l'oral. Donc le calcul que je propose, on peut proposer à un élève de l'école primaire, c'est jouer sur la proportionnalité sur les colonnes et les lignes. Donc les colonnes, c'est ce qu'on vient de faire. Quand on joue sur les lignes, on va parler plutôt de coefficient de proportionnalité. Et quand on trouve un nombre complexe comme ça, là, donc il faut penser à leur proposer une méthode de calcul astucieux. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire multiplier par 2,5? Multiplier par 5, divisé par 2. Si on avait divisé par 4, divisé par 2 et divisé par 2, etc. D'accord? Pour vous aussi, ça vous prépare à vos prochaines leçons. Hein, aussi. Dernière diapo et après on s'arrêtera là.
pour cette séance. Alors, dans ce tableau de proportionnalité, on vous propose deux triangles semblables. Alors, quand on parle de deux triangles semblables, ils ont ce qu'on appelle des côtés homologues. Les côtés homologues, ce sont les côtés qui vont être proportionnels 2 à 2. Donc, deux triangles semblables en géométrie, ce sont deux triangles qui vont avoir des côtés de longueur proportionnelle. Autrement dit, plus facilement, deux triangles semblables, ce sont deux triangles dont l'un est un agrandissement de l'autre, ou bien l'autre est une réduction du premier. Ouais. Donc on peut passer de l'un à l'autre en multipliant par un nombre, qu'on appelle d'ailleurs le facteur de réduction ou d'agrandissement, pour obtenir le deuxième. Donc le premier, c'est le triangle MER, le deuxième qu'on appelle le triangle LAC. Donc les triangles semblables, c'est dans le programme du CRP. C'est ce qu'il faut retenir, ce sont que deux triangles, pas forcément collés. Ils peuvent être dans une configuration Thalès, on verra plus tard Thalès. Donc ça, dans une configuration de Thalès, j'ai forcément deux triangles semblables. Mais je peux avoir deux triangles semblables qui sont complètement éloignés l'un de l'autre. La seule chose en commun, c'est que leurs grandeurs sont proportionnelles 2 à 2. Donc si par exemple ce côté-là est proportionnel à lui, je mets un codage, mais ce n'est pas un codage d'égalité, c'est un codage de proportionnalité. Donc ces deux côtés vont être proportionnels, 2 à 2, et le troisième côté avec lui. Donc ce qui me permet de fabriquer, de construire un tableau de proportionnalité, tout simplement. D'accord? Bon, après, comment compléter ce tableau? Eh ben, on va s'amuser avec notre produit en croix. Bien sûr, ici, on ne va pas essayer d'utiliser ni le calcul mental, ni le coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un produit en croix, produit sur la diagonale, et on divise par le nombre qui est en face du nombre qu'on cherche. Alors, combien vous trouvez pour AL? 2,6. Voilà, on va utiliser ces deux colonnes. Donc 2,6. Alors là, on n'a pas mis d'unité. Alors si c'est des centimètres, ce serait des centimètres de partout. Alors maintenant, pour lui, on peut utiliser cette colonne et cette colonne. Moi, je vous le déconseille. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous faites une erreur ici d'étourderie, ça peut marcher, ça peut arriver. Une erreur d'étourderie, tout le monde peut en faire. On n'est pas, on n'est pas parfait. Eh bien, utilisez la deuxième et la troisième. Comme ça, cette erreur-là ne sera pas reportée sur le résultat suivant. Et comme elle a dit Lucie, comme j'ai posé la question au début, toujours vérifier que vos produits fonctionnent. D'accord? Ça fois ça doit vous donner le même résultat. Prenez le temps de vérifier vos résultats. C'est toujours, c'est pas du temps perdu. D'accord? D'abord, ça vous met en confiance. Et du coup, vous avancez tranquillement, mais sûrement. Combien vous avez trouvé pour MR? 4. 4. Voilà. Bon. Voilà, donc 4 fois 1,4 va nous donner 3,5 fois 1,6. Et bien voilà, nous arrivons à terme de notre séance. Je vais juste arrêter le partage. Bon, du coup, on a pris un peu plus de temps. Bonjour Stéphanie et bonjour celles qui nous ont rejoints tardivement, sachant que donc la séance a été enregistrée, donc vous pouvez reprendre en replay le début de la séance. Donc encore une fois, donc cette séance, c'est aussi une séance leçon, d'accord, sur la proportionnalité et les différentes méthodes de calcul de ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Une méthode qu'on propose en général à des élèves de quatrième. Ok? On va s'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, on se retrouve donc mercredi prochain. Nous serons le 12 juillet à 18h30, si tout va bien. Ok? Donc je vous ai mis, Merci. je vous en prie, je vous ai mis le QCM déjà sur le NT. Je vous ai mis une fiche sur le calcul de pourcentage qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Donc tout ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, je le ferai la semaine prochaine avec vous. D'accord? Donc ça sera le calcul de pourcentage, vous avez déjà la fiche. Et on abordera le calcul fractionnaire, multiplication, addition, division et multiplication et soustraction. Je crois que j'ai oublié la soustraction. Passez une bonne soirée.
Merci. Merci, vous aussi. Merci, vous aussi. Au revoir. À Au revoir mercredi. tout le monde. À mercredi. Au revoir tout le monde.